Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Ouverture d'une instruction judiciaire contre l'ancien ministre congolais Nicolas Kazadi. L'Assemblée nationale autorise le procureur général à instruire ce dossier de surfacturation présumée de forage d'eau dont le préjudice serait estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars. Le Maroc reçoit le soutien de Madagascar pour son plan d'autonomie pour le Sahara occidental. Épineux dossier vieux de 5 décennies, la Grande Île vient ainsi s'ajouter à la liste de la centaine de pays à travers le monde qui encouragent cette initiative marocaine. Et le Sénégal est sur la bonne voie pour la réalisation de son projet de mix énergétique sur un objectif de 40% à l'horizon 2030. Le pays de la Teranga a déjà atteint les 30%. L'accent est mis sur les énergies renouvelables. C'est un tournant significatif dans la lutte contre la corruption et l'impunité en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale a donné son feu vert pour l'ouverture d'une instruction contre l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Aujourd'hui député, Nicolas Kazadi est soupçonné de surfacturation lorsqu'il était en charge du portefeuille des Finances d'avril 2021 jusqu'au 13 juin 2024. Il est accusé d'avoir orchestré et faciliter le paiement de contrats de forage d'eau destinés à 1000 localités à travers le pays. Le montant estimé du préjudice serait de 72 millions de dollars selon le procureur. Notons que bien que l'Assemblée nationale ait autorisé l'enquête, Nicolas Kazadi bénéficie toujours de son immunité parlementaire. Cependant, cette protection ne l'empêchera pas d'être entendu par la justice. Rappelons qu'en avril dernier, Nicolas Kazadi s'était vu notifier une interdiction de quitter le territoire par la justice congolaise qui avait déjà commencé à enquêter sur des soupçons de détournement de fonds publics. Toujours concernant la République démocratique du Congo, alors que les violences perpétrées par les groupes armés se poursuivent à l'est du pays, le pape François a condamné ce dimanche 16 juin les massacres commis dans la partie orientale congolaise lors de la prière de l'Angélus. Le souverain pontife a une nouvelle fois appelé les autorités nationales ainsi que la communauté internationale à faire cesser les violences meurtrières contre les civils, des victimes parmi lesquelles se trouvent beaucoup de chrétiens tués en haine de leur foi selon lui. Il n'a d'ailleurs pas hésité à les qualifier de martyrs. Pour rappel, depuis le début du mois de juin 2024, près de 150 personnes ont perdu la vie selon les autorités locales dans des tueries attribuées au groupe ADF, Forces démocratiques alliées, affiliées à l'organisation djihadiste État islamique. Madagascar se positionne dans le dossier qui oppose le Maroc au Front Polisario depuis 50 ans. À l'instar d'une centaine d'autres pays à travers le monde, la Grande Île a décidé d'apporter son soutien au plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental. Une solution réaliste et fiable, selon la chef de la diplomatie malgache qui était à Rabat le 14 juin. Les précisions de Jeanne Chema. Les actions menées par le gouvernement marocain pour régler le différend autour du Sahara occidental représentent des efforts sérieux et crédible. Ainsi a résumé le 14 juin la ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, Rassata Rafara Vavitafika, dans un communiqué conjoint publié à l'issue d'une audience à Rabat avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita. Les deux parties ont également signé 2 accords, dont un sur l'exemption de visa pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de services des deux pays, et un accord dans le domaine de la santé. Madagascar occupe une place particulière pour le Maroc. La visite du roi du Maroc à Madagascar en 2016 est un aspect important dans les relations bilatérales entre les deux pays. Nous célébrons aujourd'hui 130 ans de relations bilatérales. Par ce soutien à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara, Madagascar s'ajoute à la liste des plus de 110 pays à travers le monde qui sont favorables à la politique du Maroc pour régler définitivement le différend avec le Front Polisario sur ce territoire. Pour rappel,
Le mouvement indépendantiste revendique l'indépendance du Sahara occidental, tandis que le Maroc propose une autonomie sous sa souveraineté. Madagascar a réaffirmé son soutien aux efforts qui ont été déployés par l'Organisation des Nations Unies pour parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable sur le cas du différend sur le Sahara. Et nous sommes également dans l'esprit. Le 14 juin 2024, aux Nations Unies, lors des assises du Comité spécial des 24, comité spécial chargé de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, le Burkina Faso a réaffirmé également son soutien à l'initiative marocaine, la présentant comme la meilleure offre pour régler le différend autour du Sahara en vertu du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question. Dans le reste de l'actualité, le président algérien Abdelmajid Tebboune était en Italie le 15 juin pour y rencontrer la première ministre Giorgia Meloni. Cette rencontre s'est tenue à l'issue du sommet G7, sommet des 7 puissances mondiales industrialisées, qui s'est déroulé du 13 au 15 juin en Italie. Au menu des discussions, il y avait bien entendu les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Italie. Le volet économique a été abordé avec notamment des échanges dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de l'industrie. Mais il y avait aussi le plan Mattei pour l'Afrique, initiative de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui mise sur la mise en place d'un plan qui permet d'endiguer le flux migratoire en provenance de l'Afrique et de lutter contre la diffusion du radicalisme islamiste en Afrique subsaharienne. Il convient de rappeler que l'Italie et l'Algérie sont tous deux engagés pour le processus de Rome sur la migration et le développement. Le coup d'envoi de la campagne électorale a été donné ce 14 juin en Mauritanie en vue de l'élection présidentielle prévue le 29 de ce même mois. 7 candidats sont en lice, dont le président sortant Mohamed Ould Ghazouani, qui brigue un second mandat. Le chef de l'État sortant était en meeting ce vendredi, une réunion publique au cours de laquelle il a fièrement défendu son bilan. Plus de détails avec Marie-Roger Kouaou. En Mauritanie, c'est l'heure de la présidentielle. La campagne pour l'élection présidentielle du 29 juin a débuté le 14 juin 2024 dans tout le pays. Le président sortant, Mohamed Ould Ghazouani, à la tête du pays depuis 2019, est favori pour un deuxième mandat, à lancer sa campagne dans un stade de Nouakchott en présence de milliers de militants. Le président défend son bilan et promet davantage d'actions en faveur de la jeunesse en cas de réélection. Nous avons pu assurer la sécurité et la stabilité et créer une atmosphère de calme et d'harmonie que nous jugeons indispensable pour renforcer notre unité nationale, notre cohésion sociale et consolider notre système démocratique. Mohamed El Ghazouani, 67 ans, a face à lui 6 autres candidats dont Mamadou Bokar, Biram Da Habid, Mohamed Lemine El Moutarji, Soumaré Atouman, Amadi Sidi El Mokhtar et Hid Mohameden Mbarek, qui appellent à un changement dans le pays. Le peuple aspire au changement, le peuple craint pour l'avenir de ce pays. Malgré tout, le peuple sait patienter en attendant de voir venir ceux qui vont lui garantir une Mauritanie où règne la diversité culturelle, la compréhension mutuelle et la tolérance. Une Mauritanie qui donnera espoir à ses enfants, leur permettra d'apprendre dans les mêmes écoles, de parler la même langue et de jouir. À noter que la présidentielle du 29 juin prochain sera la 8e du genre organisée en Mauritanie depuis l'instauration du multipartisme en 1991 sous le régime de Maouya Ould Sidi Ahmed Taya. Le Sénégal parie sur une transition énergétique juste grâce à la mise en œuvre de partenariats. C'est dans ce contexte que s'est tenu le 13 juin un atelier de présentation du document d'orientation stratégique du Sénégal, présidé par le ministre de l'Énergie, Birame Souleye Diop. Lors de cette rencontre, il a été rappelé que sur un objectif de 40% de mix énergétique à l'horizon 2030, le Sénégal a atteint les 30%. Les explications de Philomène Tine.
Le Sénégal a déjà atteint les 30% de mix énergétique sur un objectif de 40% à l'horizon 2030, selon le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Ceci grâce au partenariat pour une transition énergétique juste, conclu le 22 juin 2023 avec un groupe de partenaires européens financé à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Ce partenariat a pour objectif de porter à 40% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2030. Nous savons que aussi bien la Banque mondiale que le FMI sont en train de développer un projet qui puisse permettre, d'ici à ce délai butoir de 2030, à 300 millions de personnes d'avoir accès à l'énergie. Donc il est bon de se positionner sur le registre, d'avoir l'accompagnement technique, l'accompagnement financier. Pour une transition énergétique juste, le gouvernement du Sénégal se base sur 10 programmes. Il s'agit entre autres de garantir l'accès de toutes les populations aux énergies durables à moindre coût, d'augmenter la part des énergies renouvelables, d'accélérer la diffusion de combustibles domestiques modernes, de contribuer au développement d'une industrie nationale verte, de garantir un accès durable et universel à l'électrification. Ça représente une occasion assez énorme pour transformer, pour révolutionner le secteur énergétique au Sénégal en le rendant moins émettrice et en même temps en améliorant l'électricité qui est fournie à toutes les Sénégalais. Avec ses énormes potentialités en énergie renouvelable, le Sénégal mise sur la promotion d'une énergie productive et souhaite mettre l'accent sur le renouvelable. Alors que la capacité électrique du Sénégal est passée de 1787 MW en 2023, ces énergies telles que le solaire, l'éolienne, la biomasse, la marée motrice devraient permettre au gouvernement du pays ouest africain de réaliser son plan d'accès universel à l'électricité en 2025. C'est une initiative qui se présente comme une étape cruciale dans le développement du commerce régional dans la Corne de l'Afrique. Un système de gestion numérique de flotte de véhicules baptisé Fleet Management System a été inauguré le 13 juin entre le ministère des Infrastructures et de l'Équipement de Djibouti et l'Union européenne. Objectif affiché, améliorer l'efficacité du transport de marchandises entre Djibouti et l'Éthiopie. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. Le ministère djiboutien des Infrastructures et de l'Équipement, en collaboration avec la Djibouti Port Corridor Road et l'Union européenne, a inauguré le jeudi 13 juin un système numérique de gestion de flotte de véhicules baptisé Fleet Management System. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité du transport de marchandises entre Djibouti et l'Éthiopie et constitue une étape importante pour le commerce régional. Cette infrastructure devrait donc davantage stimuler le commerce entre les deux États. De lancer aujourd'hui le système de suivi des camions grâce à la technologie d'identification par radiofréquence. Ce système va permettre de suivre instantanément tout le mouvement des camions sur les routes corridors. D'après le ministre djiboutien des Infrastructures, le lancement de ce nouveau système s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique entre l'Union européenne et la République de Djibouti, visant à soutenir le pays dans la mise en œuvre du projet de corridor de transport Éthiopie-Djibouti. Ce nouveau système devrait également permettre à toutes les parties prenantes de la logistique d'avoir une visibilité sur les mouvements des camions, ce qui permettra d'optimiser les opérations logistiques et de réduire les temps d'attente dans les ports. Ce système est une révolution dans la mesure où elle va permettre à toutes les parties prenantes du secteur de la logistique d'avoir une visibilité sur le mouvement des camions. Par exemple, le propriétaire de marchandises ou de camions pourront suivre les itinéraires de leurs camions tout le long de nos corridors routiers. En 2023, Djibouti a enregistré une reprise économique vigoureuse avec une croissance du PIB de 6,7% stimulée par une activité portuaire accrue, notamment dans le trafic de conteneurs.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.